Théorie extrascolaire des photons. Avec un E, vous avez bien lu. Le photon est une particule d'énergie sans masse, sans charge électrique, autant dire sans moteur, et qui va plus vite que tout le monde, et ce, depuis le début de l'univers. Un photone, une particule d'énergie, sans masse, sans charge électrique, mais immobile par rapport au centre de masse du corps qu'il a émise ou transmise. Magie? Non, science. Le principe fondamental de cette théorie est la nécessité, depuis l'origine de l'univers, d'une économie d'énergie pour permettre son déroulement. Ce que l'équation E égale mc2, liant l'énergie à la masse d'un corps, ne prend pas clairement en compte. Le premier ordinateur en 1945 pesait 20 tonnes. Aujourd'hui, il tient dans la main. Pourtant, ses capacités se sont multipliées d'une façon exponentielle. Un corps peut donc perdre de la masse, économiser de l'énergie, tout en se perfectionnant. L'univers aussi. Empédocle, savant grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, inventeur des 4 éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, a dit « Le 1 engendre le multiple ». Et 24 siècles plus tard, le chanoine belge, Georges Lemaître, physicien, a imaginé l'atome primitif qui a donné la théorie du Big Bang, que je préfère nommer l'éveil, l'éveil de l'énergie. Ainsi, à partir d'une première masse finie, contenant en devenir toutes les masses de tous les corps du cosmos actuel, et à partir de l'énergie primordiale, limitée et constante, permettant d'établir entre ces corps et à l'intérieur de ces corps toutes les relations, l'univers a travaillé pendant 13,7 milliards d'années pour aboutir à un concentré de masse et d'énergie qui tient dans un crâne, le cerveau humain, dans lequel la contiguïté des neurones favorise, comme dans un circuit imprimé, une efficacité phénoménale d'échange de relations. Imaginons donc la première relation à partir de l'éveil de l'énergie. Donc on a l'énergie primordiale qui envoie première relation. Cette première relation, je la nomme la première longueur de Planck. Planck est un physicien allemand qui a fini de calculer en 1999, à partir des constantes de l'univers, la gravité, la vitesse de la lumière et d'autres constantes qu'on perçoit partout dans l'univers, la plus petite longueur jusqu'à laquelle le système est encore cohérent. Au-dessous de cette longueur, on appelle le mur de Planck, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je dirais que c'est du domaine de la religion, de la foi, que je ne vais pas aborder ici. L'idée, c'est que à la deuxième relation, il y a eu, par souci d'économie d'énergie dès l'origine de l'univers, une minimation de l'espace et du temps, qui se soit fait dans une progression géométrique qui fait qu'à la 5e relation, il y a eu une minimation de l'espace et du temps qui se soit opérée sur une progression géométrique de 4/5. C'est-à-dire que la 5e relation est égale à 4/5 de la longueur de Planck initiale. Ce système fonctionne comme un zoom, c'est-à-dire que quand la deuxième relation diminue, la première relation diminue aussi, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on aborde la 5e relation, toutes les relations se soient réduites comme dans un zoom. C'est-à-dire que sans minimalisation, pour réaliser cette 5e relation, il aurait fallu une énergie correspondante à 4 longueurs de Planck initiales. Il aurait fallu donc l'énergie nécessaire pour 4 longueurs de Planck initiales. Avec ce système de minimation,
chaque longueur de Planck étant égale à 0,8, il aura fallu donc 1, 2, 3, 4 longueurs de Planck multipliées par 0,8, c'est-à-dire 3,2 longueurs de Planck à ce temps de Planck-là. Chaque longueur de Planck correspond à un temps de Planck. Donc il y a minimation de la longueur de Planck, minimation du temps de Planck. Donc l'économie, elle est de 0,8, c'est-à-dire que cette 5e relation, elle est gratuite. Non seulement elle est gratuite, mais elle va permettre au système de continuer. On peut calculer, je me suis amusé à calculer que avec 12 longueurs de Planck initiales, on peut créer un système quasiment infini, parce que le système fonctionne de façon exponentielle. L'univers a donc su mettre au point un système qui permet, avec une énergie finie, de développer un système quasiment infini. J'appelle cette succession de 4 temps de Planck une mesure de Planck. Et donc, avec l'énergie sans minimation qui aurait créé 4 relations, la minimation permet une 5e relation. Donc il y a une augmentation des relations de 5 quarts, c'est-à-dire de 1,25. Alors, si on met des chiffres sur ce système, on sait que l'âge de l'univers est de 13,7 milliards d'années. On sait calculer en secondes ce que fait 13 milliards d'années. Je n'ai pas à calculer, j'ai lu dans le livre, mais ça fait 13 milliards multiplié par 365 jours, multiplié par 24 heures, multiplié par 3600 secondes, ce qui donne 4 multiplié par 10 puissance 17 secondes. On sait ce que fait un temps de Planck, à calculer aussi, un temps de Planck fait 10 puissance moins 43 secondes. C'est vraiment très petit. Et donc une mesure de Planck qui fait 4 temps de Planck est égale à, donc, à 4 qui multiplie 10. Donc si on cherche à calculer combien de mesures de Planck s'est passé depuis le début de l'univers, on fait la division et on a 10 à la puissance 60. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 puissance 60 fois cette mesure depuis l'origine de l'univers. Ça veut dire que l'énergie aujourd'hui pour réaliser cette mesure de Planck est égale à l'énergie de la première mesure de Planck multipliée par 0,80 que multiplie à la puissance 10 à la puissance 60. Et le nombre de relations qui s'est développé grâce à cette progression géométrique est de 1,25 à la puissance 10 à la puissance 60. Et la longueur de Planck, aujourd'hui, j'appellerai petit LP, donc aujourd'hui ça bouge tout le temps, mais bon, c'est pas ça qui va nous changer sur les 10 puissance moins 43. La longueur de Planck aujourd'hui est égale à la longueur de Planck de l'origine divisé par 10 puissance 60. Si vous préférez, la longueur de Planck d'origine est égale à 10 puissance 60 fois la longueur de Planck d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais la longueur de Planck, elle est constante. Alors oui, elle est constante, c'est-à-dire qu'à chaque temps de Planck, elle est bien la plus petite dimension jusqu'à laquelle le système a sa logique. On pourrait imaginer qu'à chaque temps de Planck, l'univers soit en géométrie euclidienne, en 3 dimensions, et que c'est la succession
d'un temps de Planck à l'autre, au temps suivant de Planck, qui crée la courbure de l'espace et qu'on calcule avec la géométrie riemannienne. En fait, comme par définition, entre deux temps de Planck, l'univers est inobservable, cet espace courbe, cette géométrie riemannienne, serait une illusion, comme l'objet qu'on laisse tomber dans le train et qui apparaît en parabole depuis le quai, ou l'aberration de la lumière, ou la force de Coriolis. Ce sont le déplacement dans le temps de l'espace qui crée la courbe, et qui serait donc une illusion, puisque entre deux temps de Planck, la nature est inobservable. Alors, une illusion, comme la théorie des photons, parce que la théorie des photons est aussi inobservable, puisque nos outils de mesure, que ce soit les yeux, nos microscopes, nos télescopes, jusqu'aux horloges atomiques, est constitué de cette longueur de Planck qui varie, donc il est impossible de la mesurer. On peut simplement l'imaginer. Mais vous verrez dans la deuxième partie de mon exposé que cette minimation donne des solutions et explique beaucoup de choses. Alors, je voudrais préciser quelques points. D'abord, ça c'est un schéma de minimation, mais on peut imaginer que quand il y a eu la première information, il y a eu en symétrie une information dans l'autre sens, qui pourrait être l'antimatière. On peut imaginer qu'après il y a eu des informations en 3 dimensions, donc à chaque fois, si vous voulez, avec une antimatière. Donc à chaque point, on a des informations dans les 3 dimensions. On peut même imaginer d'autres directions, et toujours avec l'antimatière. Et l'idée étant que tout ça phénomène agit comme un zoom, c'est un phénomène qui agit comme un zoom, c'est-à-dire qu'à chaque temps de Planck, les longueurs de Planck sont toutes égales. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que cette première mesure de Planck, on peut imaginer que le monde s'est déroulé à l'intérieur de cette première mesure de Planck. Je rappelle qu'il faisait 10 puissance 60 fois plus grande que celle d'aujourd'hui, et que tout le monde observable de l'univers soit à l'intérieur de cette première mesure de Planck, et toutes les informations qui sont parties à l'extérieur de cette première mesure de Planck soient inobservables, ce serait donc la matière noire. Je veux préciser aussi que cette première, on peut appeler ça une première information, et puis dans ce sens-là, une première relation. Donc ce système serait une connexion, une communication. On peut dire que cette masse ici, par rapport à son passé, c'est une masse gravitationnelle. Par rapport à son futur, c'est une masse inertielle. Donc la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. On peut observer que cette progression géométrique, c'est la spirale qui est dans l'univers depuis les galaxies jusqu'à nos coquillages. Et enfin, cette progression, elle est dans la musique. La différence de fréquence entre le Do, Ré et le Mi, entre le Do et le Mi, qu'on appelle une tierce majeure, une tierce pure, la différence de fréquence est de 1,25. 1,25, qui est nos 5 quarts. C'est-à-dire que Platon parlait d'harmonie des sphères en regardant le mouvement des étoiles. Il existe, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ça c'est une tierce pure. On peut imaginer qu'il y ait une tierce majeure, des tierces mineures, un tas d'autres tierces. Et heureusement, c'est ce qui fait la diversité de l'univers. Alors,
Est-ce que c'est le hasard qui a modifié ce schéma? Mais tout ça n'empêche pas la réalité de cette minimation, même si elle a eu des moments chaotiques, il y a une idée qui est la minimation dès l'origine de l'univers, de l'espace et du temps, la minimation de l'espace et du temps qui a permis une économie d'énergie. Alors, ce mouvement vers la minimation, j'appelle ça le zoom, parce que ça dit comme un zoom vers l'infini minimation. Le zim. Et dans la deuxième partie de mon exposé, je vais tenter de vous expliquer à quelle vitesse s'opère ce zim. À quelle vitesse donc s'opère ce zoom vers l'infini minimation, ce zim? L'énergie nécessaire pour communiquer les informations à une certaine vitesse devrait être égale à la masse de ces informations que multiplie cette vitesse, si c'est en 3 dimensions, puisque nous sommes dans un monde en 3 dimensions, donc l'énergie devrait être égale à la masse d'informations émises multipliée par la vitesse au cube. C'est-à-dire que pour des ondes électromagnétiques, on devrait avoir la formule E égale mc au cube. Si je communique avec une personne, il va me falloir une certaine énergie. Si je communique avec une rangée de 10 personnes placées les unes derrière l'autre, on peut imaginer qu'il va me falloir une énergie multipliée par 10, en prenant en compte les phénomènes acoustiques. Si maintenant je dois parler à une parterre de 10 rangées de 10 sièges, je vais parler à 100 personnes, on peut comprendre qu'il va me falloir, toujours avec les nuances des problèmes acoustiques, qu'il va falloir une énergie de 10 multipliée par 10 de 100 fois l'énergie qu'il fallait pour une personne. Et puis si maintenant ma théorie a un tel succès que je suis amené à parler dans un stade avec 100 sièges sur 10 étages, dans les tribunes, on peut comprendre que là, mon énergie ne va pas suffire, il va me falloir un haut-parleur pour parler à 100 multiplié par 10, 1000 personnes. Mais si cette assemblée se rapproche de moi, on comprend que ça va soulager mon énergie. Donc, on sait, et ça, je ne discute pas, que l'énergie observable, c'est malheureusement ce qui a permis de créer les bombes, l'énergie qui est contenue dans les corps est égale à mc2. C'est-à-dire que ça, c'est l'énergie théorique, et ça, c'est l'énergie observable. La différence entre l'énergie théorique et l'énergie observable, mc3 divisé par mc2 est égal à c. C, c'est, dans le modèle standard, c'est la vitesse de la lumière. Dans la théorie des photones, c'est la vitesse de communication, mais c'est aussi la vitesse de minimation. On pourrait appeler ça vitesse de compression. Ça veut dire que la minimation, comme l'auditoire qui se rapproche de moi et qui me permet de limiter l'énergie, la minimation qui permet à l'univers de limiter son énergie, elle se ferait à la vitesse c, c'est-à-dire la vitesse de communication, la vitesse de compression et la vitesse de la célérité de la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie nécessaire pour transférer des informations par onde électromagnétique, elle est égale à la masse des informations transférées multipliée par la vitesse nécessaire pour lutter contre cette compression dans les 3 dimensions, donc elle est égale à m multiplié par c au cube,
mais comme les objets se rapprochent de ces ondes d'information, eh bien, l'énergie est bien de mc au cube divisé par c égale mc au carré. Et puis ça veut dire que l'énergie qui est contenue dans les corps, c'est comme une énergie accumulée, une réserve d'énergie qui s'est fait dans la compression, comme dans un ressort, comme quand vous appuyez sur un ressort, qui conserve de l'énergie, il accumule de l'énergie, quand vous lâchez le ressort, eh bien, il va exprimer cette énergie. Eh bien, l'énergie qui va être exprimée lors des opérations atomiques, c'est quand on supprime les liens qui réunissent les relations internes. Il y a une expression donc, qui se fait de l'énergie contenue qui est bien de mc au cube, mais comme il y a une compression qui va freiner cette énergie d'expansion, on a là aussi bien la relation E égale mc au carré. Et puis enfin, ça veut dire que les corps au repos dégagent effectivement constamment un rayonnement d'énergie. C'est-à-dire que dans cette compression qui permet une économie d'énergie, il y a mc au carré qui est conservé par le corps pour pouvoir assurer ses relations internes, assurer les relations avec l'externe, et puis il y a constamment un rayonnement d'énergie qui va servir au système à continuer, qui va produire de l'énergie pour d'autres opérations atomiques, et qui va être donc constamment, à chaque moment, à chaque temps de Planck, qui va être libéré, et c'est les photons. Les photons qui vont être libérés dans cette inhumation. Alors ces photons, elles sont libérées à la vitesse c, c'est là, puisque le corps avait une énergie de mc cube qui conserve mc carré, il lui reste une énergie c qui libère et qui est à disponibilité pour les autres systèmes, ce qui va permettre l'évolution de l'univers. Et cette photone, elle s'en va à la vitesse c par rapport au centre de masse qu'il a émise, mais comme elle est elle aussi tributaire de la minimation de l'espace-temps, elle va aussi à la vitesse c, c'est-à-dire qu'elle est immobile par rapport au centre de masse qu'il a émise ou qu'il a réfléchi. Ce que vous voyez de moi, ce sont des mues successives de photons déposés à chaque temps de Planck dans mon retrait dans ce voyage d'usine, et que vos yeux ou la caméra viennent rencontrer dans leur voyage vers l'infiniment petit, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de centre vers lequel s'opère ce ZIM. Chaque point de l'univers est le centre de l'univers, parce que la magie du zoom, c'est qu'elle s'opère vis-à-vis de chaque élément de l'univers. Vous êtes le centre de l'univers, je suis le centre de l'univers. L'univers se rapproche avec ce ZIM vers vous, comme il se rapproche vers moi. Alors je voudrais prendre un exemple. Imaginons le Soleil et puis la Terre. Donc le Soleil, dans son ZIM, une immersion, il va se concentrer et il va déposer des photons au fur et à mesure qui se concentrent. Et on peut imaginer donc cette concentration 8 minutes après le premier temps où j'ai dessiné ça. Donc 8 minutes après, on va avoir le Soleil qui va être comme ça. Et si vous opérez un zoom sur la totalité, eh bien, la Terre va être réduite ici. Et la Terre va rencontrer les premiers photons émises par le Soleil. Ça veut dire que déjà la fameuse expérience qui fait que s'il y a un photon qui vient d'une étoile lointaine et qui serait perçu par la Terre parce qu'il y aurait une contraction locale de l'espace-temps due à la masse du Soleil, et bien là, c'est encore plus simple, il y a une contraction générale qui fait que, une fois que le Soleil s'est contracté, que la Terre s'est contractée, et bien le photon, il est perçu par la Terre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que
si on prend un rayon, c'est-à-dire que le soleil, sa contraction dépose sur un rayon lumineux des photons, ces photons, eh bien, ça se passe comme la spirale que je vous ai expliqué au début de mon discours, en spirale, c'est-à-dire que le dépôt des photons se fait comme un rayon lumineux, et ce rayon lumineux, il va avoir la même propriété que les rayons lumineux qu'on étudie, c'est-à-dire les mêmes propriétés de réflexion, de diffraction, et en fonction de l'objet qu'il aura émis, eh bien, il aura une certaine amplitude, une certaine fréquence, un spin, de la même façon. Ensuite, je voudrais dire que si j'ai un autre rayon lumineux ici, et que sur ce rayon lumineux, je prends une photone, je vais appeler clair, et puis sur ce rayon lumineux, je prends lumina, et bien la distance entre le centre de masse et lumina et le centre de masse éclair étant constant, et bien la distance entre clair et lumina est constant, donc on a un triangle qui est constant, et si un savant mal intentionné vient avec un électron donner une gifle à clair, eh bien lumina va tout de suite ressentir cette gifle. C'est l'explication de la fameuse magie de l'intrication des photons. J'aimerais d'ailleurs, à ce sujet, pouvoir un jour faire une expérience dans le désert, donc utiliser les dunes du désert pour pouvoir poser sur plusieurs kilomètres pour que l'expérience soit tangible, une barre fixe qui reposerait sur des poulies. Et puis d'un côté mettre un touareg, et puis de l'autre côté un bédouin. Et puis demander au bédouin de donner une impulsion à la barre, et au même instant où il donne cette impulsion, envoyer un rayon lumineux. Donc, d'après la théorie de la minimation, on aurait donc le touareg qui se réduirait sur lui-même, le bédouin qui se réduit, la barre qui se réduit, et à un moment, le touareg va rencontrer, les yeux du touareg vont rencontrer la photone émise par le bédouin. Eh bien, je suis prêt à parier que le touareg ressentira l'impulsion donnée à la barre par le bédouin avant que ses yeux ne viennent rencontrer le photone, ce qui remettrait en cause la fameuse vitesse maximum d'information qu'est la lumière. Je voudrais aussi préciser que la minimation n'empêchera pas malheureusement le soleil de mourir quand il aura utilisé toute son énergie. Et puis je voudrais vous rassurer, ou peut-être vous rendre encore plus perplexe, c'est que l'exemple que j'ai pris ici, je l'ai construit à partir du centre de masse du Soleil, mais si on reprend le même exemple en prenant comme centre de masse la Terre, eh bien la Terre va se rétracter sur elle-même, le zoom, le zin va faire que le Soleil va se contracter sur lui-même et se rapprocher, et en se rapprochant, ces fameux photons qui ont une distance toujours égale par rapport au centre de masse, ben, ils vont se rapprocher et on va avoir les photons qui vont venir percuter la Terre. On va donc pouvoir continuer à se bronzer au soleil avec mes photons. Voilà. Alors je voudrais terminer par 4 citations. La première, celle de Pierre de Fermat, qui pour moi est un génie français, pas assez connu, contemporain de Descartes, et qui était chercheur à ses moments perdus, parce qu'il était fonctionnaire, il était magistrat, et il a corrigé d'ailleurs, par 2 fois, des erreurs de Descartes qu'il a reconnues. Et Pierre de Fermat a dit
la nature agit toujours par les chemins les plus courts et les plus simples. Ensuite, je voudrais évidemment citer Einstein. Il aurait, paraît-il, dit que nous allons tous à la vitesse de la lumière. Je n'en suis pas sûr, j'ai lu ça quelque part, mais je n'ai pas de confirmation. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a dit au contrôleur du train, Monsieur le contrôleur, est-ce que vous pourriez me dire à quelle heure la gare arrive au train? Einstein avait de l'humour, Einstein avait plein de qualités, il était pacifique, bien qu'il ait été à l'origine de la bombe atomique, qu'il a regretté toute sa vie, mais est-ce que c'est une faute? On sait qu'à l'époque, les Allemands étaient en train de préparer aussi la bombe, et peut-être les Japonais l'auraient fait prochainement, et que le monde aurait été complètement différent. En tous les cas, aujourd'hui on a cette épée de Damoclès qui est peut-être nécessaire à notre survie. Et il était humaniste, il a lutté contre le racisme au milieu des Noirs, en fait il avait un seul défaut, qui était peut-être pardonnable à l'époque, qu'il est moins aujourd'hui, il était machiste. Il était pas tellement sympa avec ses femmes, il n'a pas été tellement sympa avec ses femmes. C'est pas étonnant donc que ces photons, comme le chantait Renaud, cherchent à pisser plus loin que tout le monde. Les photons sont pleines d'énergie et attendent pour pouvoir transmettre la vie. Ensuite, je voudrais citer donc Trinh Xuan Tuan, qui est un astrophysicien que j'admire parce qu'il est resté humble face à l'immensité du cosmos. Et il est bouddhiste, et je pense que les premiers à accepter mon idée seront peut-être des bouddhistes, parce qu'ils sont habitués à l'impermanence. Et Trinh Xuan Tuan a dit: si l'on ne découvre aucun fait ne cadrant pas avec la théorie existante, la science ne pourra pas progresser. Alors, j'en profite pour donner mon adresse internet. Donc c'est Patrick Cavenel, mon prénom et mon nom, @gmail.com. De façon à ce que ceux qui voudraient apporter de l'eau à mon moulin, ou plutôt mettre ma théorie en lumière, puissent me contacter. Et enfin, je voudrais terminer avec une dernière citation dans le dernier numéro spécial de Sciences et Avenir, la citation de Jenny McCormick, une néo-zélandaise, astrophysicienne amatrice, qui a participé à la découverte d'une planète extrasolaire, et qui dit: cela montre simplement que l'on peut être mère, travailler à plein temps et en plus trouver des planètes. Voilà. Donc moi je suis architecte, je ne suis pas physicien, j'ai émis cette théorie extrascolaire parce que vous ne la verrez pas dans les livres, et je lui souhaite bon vent et je vous remercie de votre écoute.